Et Eric Johnson a réussi à obtenir qu'en échange des milliards investis pour reconstruire l'Europe, les Américains puissent disposer de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Quand il a justifié cette négociation auprès du Congrès américain, il a dit textuellement « Le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et il se trouve que énormément de films ont mis en scène les méchants communistes, tout ce qui a été le macartisme, finalement, des gens qui étaient traqués, ce dont on rit maintenant un peu quand on voit par exemple OSS 117, quand il dit une dictature dolorosa, c'est quand les gens sont communistes. C'est quand ils ont des manteaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Voilà. Ben ça, typiquement, c'est une ironisation d'une stratégie qui a bel et bien existé à partir des années 50 et qui a permis aux États-Unis de remporter cette bataille culturelle qui a notamment conduit à, puisqu'il y a eu énormément d'autres facteurs, à un effondrement de l'empire communiste et à l'idée que le capitalisme était sans doute la meilleure solution qui soit et d'une certaine manière la fin de l'histoire. C'est ce que disait d'une autre façon Margaret Thatcher quand elle disait « il n'y a pas d'alternative ». Donc ça, c'était un extrait de... Merci. C'était un extrait d'Après-demain, qui est un film qu'on a fait juste après-demain, comme son nom l'indique. Ce qui est intéressant, donc ça je vous l'ai déjà raconté, mais ce qui est intéressant avec cette histoire des récits, c'est que je l'ai fait très rapidement et très schématiquement. Je le développe un peu effectivement dans le petit manuel de résistance contemporaine, mais à partir du moment où on comprend que ce à l'intérieur de quoi on vit est une fiction. C'est-à-dire que les êtres humains passent leur temps à construire des réalités collectives qui sont la somme de leur subjectivité. Si on comprend ça, on comprend que cette réalité n'est pas immuable, donc on retrouve du pouvoir dessus. On comprend par exemple que cette histoire de création monétaire, c'est une fiction. C'est purement une fiction. D'ailleurs, Harari le dit, l'argent est certainement la fiction qui a eu le plus de succès sur cette planète. Pourtant, si vous allez au fin fond de l'Amazonie et que vous arrivez avec un billet de 20 $ dans une tribu qui n'a jamais connu l'argent et qui fonctionne toujours sur un système de chasseurs-cueilleurs, il y a de fortes probabilités pour qu'ils vous regardent et qu'ils regardent votre bout de papier et qu'ils vous disent « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Parce qu'ils n'adhèrent pas à cette fiction-là. De la même façon, vous ne pouvez pas jouer au foot si vous n'adhérez pas à la fiction qui veut qu'on pousse le ballon au fond des cages et on marque un point. Vous ne pouvez pas. Donc, la question aujourd'hui est de se dire dans quelle fiction vivons-nous ? Quel est le récit dominant qui nous entraîne dans la direction qui nous a fait dépasser 6 des 9 limites planétaires ? Et quels sont les moyens de construire des récits qui permettraient à l'humanité de continuer à vivre sur cette planète ? A priori, la fiction qui nous a emmenés là trouve ses fondements dans l'imaginaire matérialiste et maintenant capitaliste, qui veut que le monde vivant soit un champ de ressources illimité dans lequel on peut aller puiser pour faire de la croissance économique, pour créer de la richesse, pour augmenter ce qu'on a appelé le progrès dans les années 70, et donc notre qualité de vie. Avoir toujours plus de confort, toujours plus de possession, toujours plus d'argent, et toujours plus de facilité à faire les choses. Et ne plus être dépendant des circonstances naturelles, entre guillemets. Ce récit-là, qui demande énormément d'énergie et énormément de matière, nous conduit d'une certaine manière à une position presque suicidaire. C'est-à-dire, elle nous conduit à détruire notre habitat de telle façon, enfin à tel point que potentiellement, à la fin du siècle, 3,5 milliards de personnes se trouveraient sur des territoires devenus inhabitables. Il est fort probable que les récits et les fictions que nous aurions besoin de développer, c'est-à-dire les ententes collectives, c'est une interprétation collective du réel qui nous permettrait de continuer à habiter cette planète, soit
nous sommes des vivants parmi les vivants, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants enchâssés dans une biosphère, au milieu de tout un tas d'autres êtres vivants qui constituent des écosystèmes. Et c'est le fait de garder l'équilibre de ces écosystèmes qui va nous permettre de survivre. Si je schématise ça pour des entreprises, jusqu'à maintenant, par exemple, on a dit, bon, bah, OK, on a un problème écologique, on va faire du développement durable. Donc, développement durable, c'est déjà intéressant parce que c'est un oxymore. Donc, c'est dire, on peut continuer à faire du développement, mais il va être durable. C'est un peu comme faire, on va toujours faire plus de croissance, mais elle va être verte. C'est-à-dire qu'on accole deux mots qui, potentiellement, ont des sens opposés pour laisser supposer qu'on va pouvoir tout faire en même temps. Théorie qui a eu son petit succès dans le monde politique ces dernières années. On peut tout faire en même temps. Ça, cette représentation du développement durable, que vous avez souvent avec l'économique, le social et l'écologique, représentée par trois cercles équivalents, elle est déjà problématique puisque c'est une fiction en elle-même qui ne correspond pas au réel.